Les Clés de la Ville, en direct de Dijon, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, Hero et Opinion System. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro des Clés de la Ville, nouvelle saison, seconde saison. On est toujours ravis d'être avec vous et là on va vous faire découvrir cette bonne vieille ville de Dijon pour essayer de découvrir à la fois l'habitat, la culture, mais aussi une approche un petit peu différente. C'est notre saison 2 des Clés de la Ville avec l'ensemble de nos partenaires et bien sûr, je suis accompagné pour ce numéro de cette deuxième saison de Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Comment ça va, Olivier ? Ça va très bien, bonjour, très heureux d'être là pour cette saison 2 avec vous, Sylvain. Et donc cette émission mensuelle proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, eh bien tous les mois, c'est le contexte. On se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, pour parler immobilier, bien sûr, mais pas que. C'est aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, c'est décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages, des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse, Caen, Lille, Annecy et Montpellier, nous voici à Dijon. Et au sommaire de l'émission, tout d'abord notre grand témoin, on est fiers de l'avoir ici sur le plateau, c'est le maire de la ville, le maire de Dijon, François Rebsamen. Voilà, sous vos applaudissements. François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, ancien ministre, et puis auteur justement d'un rapport qui a fait beaucoup parler sur le logement. On accueillera également dans l'émission Éric Casier de l'association Amepi, avec qui on va parler immobilier ancien. La rénovation sera à l'honneur avec Pierre Leroy, cofondateur d'Hero, président de la French PropTech. Et puis on aura le plaisir également d'accueillir sur notre plateau, on va parler d'immobilier neuf avec Aurélien Deleu, le directeur du marché immobilier d'Arkea Banque et Territoire. Et puis Jean-François Buet, président de l'agence Buet, ancien patron de la Fédération nationale de l'immobilier, qu'on aura le plaisir d'avoir ici même. Donc un beau programme, mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis Dijon, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville, l'édito. Dijon, vous le savez, est une ville où il fait bon vivre. Au VIe siècle, Grégoire de Tours donne la première description écrite de Divio. C'est une place forte, munie de murs très puissants, au milieu d'une plaine très agréable, où les terres y sont fertiles et fécondes. Les touristes s'y pressent aujourd'hui pour visiter la ville des 100 clochers ou goûter à la moutarde, mais tous ne savent pas qu'elle a longtemps été une grande cité viticole. Il arrive de tomber d'ailleurs sur une parcelle au pied d'un immeuble, Gevrey-Chambertin, Chambol-Musigny, Nuit-Saint-Georges, de quoi saliver la concentration de monuments historiques. Le charme de l'architecture ancienne ont valu au centre-ville d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. L'horticulture s'est développée dans la plaine des Roses, dont la rue des Roses et la rue des Fleurs conservent d'ailleurs le souvenir. À l'ouest est extraite la pierre de Dijon, très connue, dont les bancs veinés de roses ornent les plus beaux hôtels particuliers. Mais il n'y a pas que le centre-ville qui présente un intérêt. La périphérie, elle aussi, est attractive. Au nord, par exemple, on retrouve les quartiers de la Toison d'Or, du Palais des Congrès et du Cap-Nord. Alors comment ne pas succomber à un tel charme ? Il y en a pour tous les goûts, pour tous ceux qui ont envie de se prélasser au soleil et au bord de l'eau. Le port du Canal, proche de Chénauve. Alors je ne sais pas si tu dis bien Chénauve. Chenauve. Voilà. Et alors ça, c'est une balade vraiment idéale et l'on peut y croiser d'ailleurs de très très jolis bateaux. Et puis il y a le quartier du Mont-Chapet, traversé par les routes menant à Paris. Le Mont-Chapet est un quartier résidentiel de standing. Ses rues arborées sont calmes et des parcs verdoyants permettent de s'y oxygéner. Dijon a été, on le sait trop peu, une ville qui a acquis les droits de l'homme, d'ailleurs, doit beaucoup, comme vous le savez. Un congrès mémorable s'est tenu ici, au Palais des Ducs, en juillet 1936, à l'une des rares époques où celle du Front populaire, où la ville de Dijon était, comme aujourd'hui, dirigée par une municipalité de gauche, le député-maire Robert Jardillier. René Cassin, d'ailleurs, participait à ce congrès qui a inspiré à la fois le préambule de la Constitution de 1946,
qui renvoie encore celui de la Constitution, par exemple, de 1958. Et puis c'est un grand bâtisseur qui est né ici, vous le savez, c'est Gustave Eiffel. Je vous propose d'ailleurs de partir sur ces traces, monsieur le maire, de faire une halte à Dijon quand vous empruntez la route des Grands Crus. C'est un délice au point que beaucoup y jettent les amarres définitivement. Je vous propose qu'on regarde un reportage, des images signées Fabienne Lissac et notre camarade préféré, Alexandre Burkhardt. Écoutez. La ville aux 100 clochers, comme l'a surnommé François Ier, a été façonnée par un passé très riche qui se joue en deux étapes majeures. D'abord l'épopée des ducs de Bourgogne, ça se passe entre 1363 et 1477. Ils en ont fait un foyer d'art international, une capitale européenne avant l'heure. Puis le temps du Parlement de Bourgogne et de ses parlementaires. Ils façonnent la ville pendant 3 siècles et la modèle entre son palais des États et sa centaine d'hôtels particuliers. Vous allez les voir. Alors, les ducs de Bourgogne, effectivement, déjà, c'était eux qui ont fait construire l'enceinte qui a permis à la ville de se développer, d'avoir une certaine richesse parce qu'elle était protégée. Alors, vous êtes sur la place d'Arcy, donc aux portes de la ville. Les remparts ont été démolis à la fin du 19e siècle. C'est une ville qui a 2000 ans d'histoire et qui a la chance, quelque part, de ne pas être en bord de mer, ni en bord de rivière, ni en zone sismique. Donc, qui a conservé des traces de toutes les époques. Là, on se trouve devant une particularité locale. C'est une échauguette. Vous voyez juste derrière moi une petite pièce, c'est soit en forme octogonale ou cylindrique. Et ce mot-là vient du terme du Moyen-Âge, escartiguer. Ça voulait dire épier. Aujourd'hui, c'est davantage un signe extérieur de richesse. Quelle chance quand même d'avoir vu sur l'une des plus belles rues de Dijon, la rue de la Liberté. François Rude est un Dijonnais. On lui rend donc hommage ici dans la ville avec le nom de la place. Mais par ailleurs, cette place créée à la fin du 19e siècle rappelle également le passé viticole de la ville, notamment avec la sculpture de La Fontaine, que les Dijonnais appellent le bas rosé, du nom bas rosé, puisque les vendangeurs écrasaient la vigne avec le vin lors des vendanges. La vigne s'enroule en pampre dans cette ville émaillée de jardins depuis le haut de la tour. Philippe le Bon, les horizons sont lointains et se perdent dans les champs dorés de la Bourgogne. Comme l'escargot, Dijon s'est développé en cercle concentrique. Alors, les opérations récentes d'urbanisme ont cherché à ne pas casser cette enveloppe polie par le siècle. La rénovation de la place de la Liberté ou bien du musée des Beaux-Arts juste derrière moi en est emblématique. Alors, ici, on est place Jean Bouet devant l'auditorium de Dijon. Ce bâtiment-là, il est assez symbolique, assez fort, et surtout à partir de ce bâtiment, on a eu, avec le nouveau maire, une inscription dans la nouvelle modernité de Dijon. Le maire de Dijon actuel a démocratisé vraiment les équipements publics en créant davantage et surtout a créé cette dynamique constructive dans la ville pour la faire rayonner au XXIe siècle. Dijon a joué la carte du développement économique. Au 19e, la ville s'industrialise, les manufactures se développent. Biscuits Pernod, cycle Théo, avec des produits phares comme la moutarde, le cassis et le pain d'épices, qui sont devenus les ambassadeurs de la ville. La thématique de la nature se décline sur beaucoup de monuments à Dijon, qui est littéralement peuplé d'animaux. Lions porte-poule, escargots sculptés, moutons armoriés, et puis la chouette. C'est le porte-bonheur attitré depuis le XVe siècle des Dijonnais. On se doit de la caresser. Merci beaucoup. On peut applaudir Fabienne Lissac pour ce formidable reportage que je trouve
que je trouve très lyrique. Et finalement, ça nous donne une image des villes un peu différente. En tout cas, monsieur le maire François Rebsamen, vous avez une bien jolie ville. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'accueillir aussi, de nous laisser la possibilité dans cette salle de flore de déposer nos plateaux. Et encore une fois, merci. Alors, François Rebsamen, on a beaucoup parlé de vous ces derniers temps, on a fait beaucoup de papiers. D'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'on est les premiers médias à faire une émission chez vous, ici, dans votre hôtel de ville, sur le rapport que vous avez remis il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, on se rappelle avec Olivier du discours mémorable de Jean Castex à l'Union sociale pour l'habitat à Bordeaux, où il a annoncé en quelque sorte quelles sont les mesures qu'il souhaite retenir sur les 13 mesures, me semble-t-il, 13 mesures que vous avez présentées dans votre rapport. Pour en parler, je vous propose que les feux soient allumés par notre ami Olivier Marin. Oui, alors effectivement, il y a eu ce grand débat. Vous avez rencontré beaucoup d'acteurs à la fois du logement, ceux qui fabriquent en fait la ville. Ce que l'on a retenu avant tout, c'est l'aide aux maires bâtisseurs. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu, en tout cas sur les nombreuses propositions que vous avez faites sur le logement ou pas? Est-ce qu'il y a des regrets? Quel est votre sentiment? D'abord, je voudrais dire ici que j'ai été écouté. C'est pas terminé puisque je n'ai remis que la première partie de mon rapport et je remets ce soir et demain matin à la ministre du Logement et au Premier ministre la deuxième partie de mon rapport. Donc, pour ce qui concerne la première partie, qui était surtout la partie la plus difficile à faire accepter, puisqu'il s'agissait quand même d'engagements financiers assez importants, j'ai été entendu par le Premier ministre, il a repris toutes mes propositions, sauf une, que je pense qu'il va reprendre. Mais Laquelle C'est une, je pense, qui ne plaît pas toujours, mais elle s'inscrit dans la décentralisation. J'ai proposé que l'on redonne à la main du maire, enfin l'équipe municipale, bien évidemment, à la main des municipalités, le droit de supprimer l'exonération, ou pas, le droit de supprimer ou pas l'exonération de 2 ans de TFPB sur les logements neufs. Bercy est contre, bien sûr, mais Bercy est toujours contre, c'est pas nouveau, quel que soit le gouvernement, mais j'ai bon espoir qu'il marque ici une nouvelle avancée de la décentralisation, et donc je lui ai fait un certain nombre d'autres propositions, on verra si elles sont reprises, mais pour l'essentiel, celles qui concernaient à aider les maires qui construisent, les maires qui aident à la construction, c'est pas nous qui les construisons directement, eh bien, elles ont été retenues et elles représentent un effort financier important. Ça sera inscrit en amendement à la loi de finances, je pense, dans le mois qui vient. Alors, nous avons publié récemment dans le Club IMO sur BFM Business, suite à l'annonce et du discours. Je vais reprendre simplement les éléments du discours de l'USH, au congrès de l'USH, le 81e congrès qui a eu lieu à Bordeaux. Autorisation de construire qui est en baisse de 14% dans les zones 1 bis et B1. Construction de logements sociaux en baisse graduelle depuis 2016. Au total, 1 400 000 logements, 400 000 ménages font face à des problématiques. Vous les avez soulevées, logements pas propres, trop petits, de mauvaise qualité. Ce que vous dites finalement, c'est que on a l'impression dans votre rapport que vous voulez redonner aux maires le pouvoir finalement, mais en même temps, vous préconisez la possibilité de faire un contrat avec les préfectures, un contrat avec l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Puisque dans le même discours, on avait l'impression à la fois que vous en tant qu'élu local, exposez, vous renforciez finalement la position de vos collègues, mais dans le discours de Jean Castex, cette prescience de l'État, à travers les préfectures, à travers le contrat avec les régions, nécessite une explication. Oui, c'est l'acte de construire relève essentiellement des municipalités, mais c'est une compétence partagée parce que c'est bien évidemment également une compétence d'État. Parce que quand on construit des immeubles, quand on construit un immeuble, quand on construit des maisons, on crée de la richesse pour le pays. Et donc on a vu par exemple qu'au premier trimestre, le produit intérieur brut n'a pas progressé parce qu'il n'y a pas eu assez de construction. Et donc, ça a un impact national et il y a une politique nationale du logement à travers des grandes décisions qui sont prises. Mais si on veut dire les choses clairement, il faut que cette compétence soit partagée entre les municipalités qui construisent, qui doivent construire, je le redis quand même, qui doivent construire, parce qu'il y en a certaines qui ont refusé maintenant de se lancer dans la construction, on y reviendra. De plus en plus d'ailleurs. Oui, c'est un problème majeur, parce que c'est un problème
comment dire, de partage. C'est un problème de gens trop bien qui pensent pas aux autres. Okay. Moins 47% d'instruction de permis de construire en moyenne. Hein. Oui, bien sûr, ça a reculé, pas dans toutes les villes. Non, pas dans toutes les villes. Pas de la même manière, heureusement, mais oui, il faut relancer ça. Et pour relancer, il faut intéresser les maires. Je l'ai dit, c'est un peu cru comme formule, faut pas m'en vouloir, mais je suis comme ça. Mais les maires, c'est la carotte et le bâton. La carotte, vous construisez, vous aidez, vous créez de la richesse, eh bien vous êtes récompensé. Le bâton, vous respectez pas la loi, vous êtes carencé, eh bien vous êtes sanctionné. Et donc, ce que j'ai proposé là, c'est pas le bâton, c'est la carotte, parce que l'aide financière de l'État est indispensable. Avec la suppression de la taxe d'habitation, c'est bien ça qu'il faut voir, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien entre l'occupant d'un appartement, d'une maison, d'un logement et la municipalité, puisque bientôt, dès l'année prochaine, il n'y aura plus de taxe d'habitation du tout pour tout le monde. Avant, il y en avait 30% qui ne la payaient pas. Maintenant, ce que ne savait pas le président de la République, d'ailleurs, parce que quand il a fait le premier tiers, il avait oublié qu'il y en avait 30% qui ne la payaient pas. Mais les 2 tiers qui suivent, c'est-à-dire les autres personnes, 100% de la population sera exonérée de taxes d'habitation. Et si, quand on construit, il n'y a plus de taxes foncières, par exemple pour le logement social pendant 25 ans, ils ne construisent plus de logement social, parce que construire, c'est certes de la richesse nationale, mais c'est également pour les villes, et on l'a chiffré, pour les municipalités, ça a un coût. L'accueil d'un nouvel arrivant, d'une nouvelle famille, eh bien, ça suppose des équipements publics, des écoles, etc. Et donc, on peut même chiffrer ce que coûte un nouvel habitant dans une ville. C'est ce que nous avons fait. Oui, tout à fait. Et pour continuer, avant de rentrer bien sûr sur Dijon, la métropole, mais si on prend un petit peu de recul, beaucoup de professionnels, que ce soit d'ailleurs le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, même certains maires nous disent il y a l'environnement qui est en train de prendre le dessus, en tout cas intellectuellement. Tout le monde dit il faut absolument construire, on en a besoin. Par contre, pas en face de chez moi, pas ici parce que ça pollue. Et en fait, il y a une réticence qui va au-delà, parce qu'on a pu penser à un moment que c'était les maires écologistes, en fait, qui mettaient le frein, qui disaient il faut revoir les façons de construire, il faut avant tout privilégier l'existant, il ne faut pas démolir et construire de nouveaux logements, il faut privilégier cette chose. Et en fait, beaucoup de maires d'obédience différentes font exactement la même chose pour ne pas affoler les populations. Est-ce que vous avez le sentiment, ou est-ce que c'est le recul, ce que vous avez eu ces remarques? Bien sûr, bien sûr. On voit très bien que les objectifs au sens large écologiques s'imposent à terme dans les têtes des élus. Je vais donner un exemple pour vous répondre. Il faudra 0 artificialisation des sols en 2050, mais pas aujourd'hui, en 2050. Or, l'idée de 0 artificialisation des sols est déjà rentrée dans les têtes. Et donc, ça donne souvent prétexte, je dis bien prétexte, à des élus, quelle que soit leur étiquette. Les écologistes, c'était en pointe, mais il n'y a pas que, pour ne pas construire. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un oubli du fait que dans les villes habitent des gens qui sont aisés, je veux dire, voilà, ce qu'on appelle les bobos. On croit qu'il n'y a que ça dans les villes, mais les gens les plus modestes et les plus pauvres sont bien souvent dans les villes également. Et donc, une ville, c'est fait d'une richesse de population très différente. Et c'est justement la force d'une ville de pouvoir faire cohabiter des gens aisés et des gens plus modestes. Parce que la ville, elle est à vivre pour tous. En tous les cas, si on ne veut pas finir comme uniquement Neuilly ou Versailles. Donc, alors, voilà. Et on ne peut pas avoir que Neuilly et Versailles en France. Vous avez préconisé... J'ai rien contre Neuilly et Versailles, par ailleurs. Hein. Sur votre rapport, auquel je souscris en bonne partie, je peux vous le dire, puisque dans votre rapport, il y a l'idée presque d'un plan Marshall du logement, puisque là, vous y allez fort quand même pour la création de logements. Vous parlez d'accélération de la mobilisation du foncier public. Oui. Et là, vous demandez clairement à l'État de prendre sa part, oui, effectivement, de cet engagement. Vous parlez de réhabiliter l'acte de construire, vous l'avez dit, oui, dans le discours politique. Ce qui est quand même pas croyable, François Rebsamen, c'est qu'on a quand même une campagne présidentielle qui s'annonce où on a l'impression que la politique du logement, c'est pas le sujet du jour. Alors, on a l'impression que, justement, avec 4 millions de personnes aujourd'hui qui sont mal logées en France, plus de 2 millions inscrits sur des listes de logements sociaux, plus un parc privé locatif
qui loge aujourd'hui plus de 60% des personnes qui seraient éligibles au logement social. Grosse difficulté. Vous dites, et vous pointez, parce que vous l'avez dit comme ça, c'est difficile de porter un programme de maire bâtisseur. Les raisons de la difficulté, la mauvaise qualité de certains logements, la congestion des infrastructures et la préoccupation environnementale des bâtiments. À l'heure où on fait ce qu'on appelle du ZAN, zéro artificialisation nette, qu'on a une pression démographique qui pèse aussi pour vous en tant qu'élu local, mais c'est schizophrénant. On va faire comment pour sortir de cette équation ? Il y a 5 millions de Français supplémentaires depuis 15 ans et on n'a jamais cessé de moins construire de façon depuis 2016. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous dites 2016, en réalité c'est 2017. Je pense. C'est pas sans raison que je dis ça, parce que 2017 a été une grande année encore. Et c'est à partir de deuxième trimestre 2017 que s'effondrent les projets, en termes d'autorisation, d'agrément et autres. Pourquoi ? Parce que je pense que l'entrée en matière du gouvernement Édouard Philippe a été particulièrement néfaste à travers une politique des ministres du logement qui sont succédés à l'époque. Dans le domaine du logement, je l'ai déjà dit, il faut faire très attention à tout ce qu'on annonce, à toutes les mesures. La moindre mesure, elle est perçue immédiatement comme un report d'investissement potentiel, comme je vais attendre pour voir si ça sera mieux, est-ce qu'on va me renouveler mon Pinel, est-ce que... Il y a toujours des décisions comme ça. Donc il faut être très prudent. Et l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation en a rajouté. Les maires se sentent effectivement en difficulté aujourd'hui quand ils construisent. Bon, il y a eu la baisse des APL, les ponctions sur les réserves des offices HLM, etc., etc. Donc la RLS, enfin bon. Donc il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont mis à mal, notamment dans le domaine du logement social, puisque sur une traîne de 140 000 logements, on est tombé à 85 000 cette année. Donc on voit bien qu'on est très en retard. Mais pas que dans ce secteur-là. Moi, j'ai été accusé d'être un maire béton. Vous savez, maintenant, on dit ça. Oui. Toute la campagne électorale ici a été faite contre moi sur le thème Dijon bâtisseur. Est-ce que vous êtes un maire Dijon béton. Mais moi, je dis, j'ai fait venir l'École supérieure des travaux publics à Dijon. Le béton est un beau matériau. Simplement, il faut savoir le travailler. Il faut l'utiliser dans des bonnes conditions. Et il n'empêche pas, au contraire, d'avoir d'autres matériaux. Et d'ailleurs, il y a du béton bas carbone. Mais bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Il faut aller vers la décarbonation de plus en plus aujourd'hui de nos logements, et il faut faire confiance pour ça aux chercheurs, à la science. Absolument. Et il ne faut pas arrêter de réfléchir à comment on va pouvoir transformer demain des zones, puisque vous me disiez zéro artificialisation nette, des zones qui sont aujourd'hui des immenses étendues de parking qui ont été faites à la périphérie ou au bord des villes, bien souvent, pour des grandes surfaces. Ça servira pour du logement peut-être demain, et peut-être on construira des parkings en hauteur au lieu de les faire à plat. Il y a beaucoup de choses à inventer demain, et puis il y a du foncier à utiliser, et pas que le foncier d'État stricto sensu, quoique lui aussi a beaucoup d'efforts à faire. Et j'ai mis un certain nombre de dispositions qui, je pense, porteront leurs fruits, ne serait-ce que l'information annuelle par l'État du foncier disponible, afin que tout le monde puisse voir comment on peut avancer, parce que chaque administration veut garder son propre foncier, on le sait bien, donc j'ai proposé un certain nombre de manières d'aider les administrations à ne pas garder leur foncier, à ne pas le cacher, parce qu'elles le font souvent. Et puis il y a le foncier de la SNCF, il y en a partout, mais bon, la SNCF se transforme en agent immobilier, je pense que ça serait mieux qu'il se consacre à faire rouler les trains, enfin personnellement c'est ce que je pense, donc, et que le foncier on puisse l'utiliser. Non mais aujourd'hui c'est les filiales immobilières de la SNCF, de la Poste, mais je connais ça par cœur, qui gèrent ça, mais de toute façon vu que ce sont des rentes acquises pour eux, ils ne cherchent pas aujourd'hui, bien évidemment. D'ailleurs vous avez mis le point dessus, c'est hyper polémique, et en même temps je suis ravi que vous l'ayez fait, parce que vous avez pointé l'immobilier autour des gares sur lequel il y a des potentiels aujourd'hui pour le logement, et vous l'avez démontré. On va vous poser des questions maintenant sur votre territoire, Olivier Marin. Oui, alors, où en est la construction neuve à Dijon, si on doit faire justement le point là-dessus? Où est-ce qu'on en est concrètement? Elle se porte bien. D'ailleurs, il y aura... Elle se porte bien. Elle se porte donc bien. Ça construit à Dijon. Elle se porte même, si vous écoutez mes opposants, trop bien. Parce qu'on construit beaucoup, et il faut construire beaucoup sur Dijon, mais raisonnablement. La ville s'est développée, c'est la seule ville du Grand Est qui a gagné des habitants. Moi, je suis plutôt fier. Donc, ce qui était, il y a 20 ans, un tournant, c'est-à-dire au début des années 2000, un tournant, soit Dijon restait excusez-moi de l'expression, un chef-lieu de province, un chef-lieu de département,
soit Dijon prenait le virage de la modernité, de la construction, de l'évolution, et on est passé de 148 000, 149 000 habitants à 160 000 habitants aujourd'hui. Moi, je regarde cela, on est passé devant Grenoble, ça me fait plaisir, pour des tas de raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer. On est passé devant Angers aussi, donc vous voyez, c'est une ville qui grandit, mais raisonnablement, et puis on a un horizon, en 2030, on sera à 170 000 à Dijon, je parle Dijonville, hein, centre-ville bien évidemment, et on peut le faire en ayant une construction heureuse. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. C'est pas toujours facile. Qu'une construction heureuse, où les gens se sentent bien à vivre. C'est-à-dire... Est-ce qu'il y a des opérations de co-construction avec les habitants? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou de l'habitat? Si vous demandez à des habitants s'il faut co-construire, vous ne construirez plus. Donc vous, d'accord. Moi, je suis clair là-dessus. Ouais. Après, les aménagements autour, évidemment, il faut les faire avec les habitants. Mais l'acte de construire, c'est un acte qui est décidé par les municipalités, après avoir adopté un plan local d'urbanisme. Et si on peut faire un plan local d'urbanisme habitat, déplacement, environnement, ça serait beaucoup mieux parce qu'on comprend que quand on fait cela, on construit plus haut là où il y a des transports collectifs et on s'éloigne de plus en plus pour faire des maisons. On peut faire des maisons en ville. À Dijon, on a un programme qui s'appelle les maisons en folie qui a été construit et puis on va avoir un programme, on a un nom anglais, ça s'appelle Bell House, où il va y avoir 100 maisons. Donc à côté, il va y avoir une grande tour et puis il y aura 100 maisons aussi. On essaie de gérer au mieux notre foncier pour le rentabiliser et puis pour permettre aux gens d'être bien logés dans des conditions différentes financières, bien évidemment, puisque c'est derrière ça le problème. Vous devez aller rejoindre bientôt Jean Castex et Olivier Véran, me semble-t-il. Oui. Je suis désolé. Il nous reste 3 minutes. Oui. Je voudrais vous poser 2 questions. La première question, qui était un peu polémique. François Rebsamen, est-ce que vous êtes pour l'encadrement des loyers? Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Donc il y a plusieurs vitesses. Oui, je pense qu'effectivement, le meilleur encadrement des loyers, c'est de construire. Voilà. De fournir du stock. Ma réponse, de fournir des produits. Si on veut qu'on arrête le dérapage des prix, après il y a des pressions terribles qui sont dans les endroits. Paris en est l'exemple incroyable. Je veux dire, à Paris, on ne paye pas beaucoup d'impôts locaux. Mais alors, par contre, la pression foncière est telle que le prix du mètre carré dépasse l'entendement. Et ce qui a complètement exclu les classes moyennes du centre de Paris. Ce qui a éloigné, bien évidemment, progressivement les classes moyennes, d'abord dans la première couronne, puis ensuite dans la deuxième couronne. Et les éloignés de l'emploi. Il faut s'imaginer que l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Et vous voyez arriver les Parisiens, justement, ici à Dijon. Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils font monter les prix ou au contraire, ils contribuent à l'économie locale? Alors, les deux. Il faut monter un peu les prix. Il fallait que les prix montent un peu. Oui, on voit que ça monte plutôt pas mal à Dijon quand même. Oui, cette dernière année notamment, depuis 1 an et demi, ça a augmenté. Les prix ont augmenté, mais c'est normal. On va construire, ce qui fait qu'on a des prix qui étaient relativement bas, sûrement parmi les 22 métropoles, parmi les derniers. Et donc que ça augmente un peu, c'est pas mal. Ça montre la qualité de ce qui est fait aussi. Le dynamisme et l'attractivité de la ville. Et c'est attractif. Et il y a effectivement des Parisiens et des Lyonnais qui viennent habiter, et des Strasbourgeois qui viennent habiter, comme ça j'aurais fait le triangle, vous voyez, qui viennent habiter à Dijon. Alors, c'est pas encore une foule qui se précipite, faut pas non plus exagérer. Mais c'est par exemple, les nouveaux arrivants, on a fait une réunion l'autre jour, il y avait beaucoup de gens qui venaient de Paris, qui s'installaient ici. Voilà, dernière question, on va vous laisser aller. Nous sommes à l'aube d'une campagne très singulière des présidentielles. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la politique du logement. Est-ce que vous, François Rebsamen, vous plaidez pour le fait que l'on centralise, que l'on donne un corps réel dans la campagne présidentielle qui s'annonce? Est-ce que vous appelez de vos voeux que les candidats placent le logement au cœur des préoccupations? Le logement, c'est au cœur des préoccupations des Français. Et pas que ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Et si on veut une société apaisée, on doit pouvoir loger tout le monde, quels que soient les moyens des uns et des autres. Et donc, vu que je plaide pour une société apaisée, oui, je souhaite que le logement soit mis en exergue, mais non pas comme un élément de division de la population ou des enjeux politiques, mais comme un point de rassemblement qui nous permette d'avancer ensemble, parce que c'est indispensable. Vous les connaissez bien, les candidats. Est-ce que vous percevez chez eux une réelle envie d'y aller? En tous les cas, je vais dire quelque chose. Je perçois chez le Premier ministre, vous voyez,
et chez la ministre du Logement, une envie, effectivement, d'aider à la construction du logement et à faire prendre conscience de l'importance du logement. Et c'est moi qui dis ça. Merci beaucoup, François Rebsamen. Merci, Applaudissements pour François François Rebsamen, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, maire de Dijon. Merci. Je gage que nous reparlerons bien évidemment du rapport. Je me permettrai d'ailleurs à nouveau de vous solliciter, monsieur le maire, pour venir vous voir. Je vais vous laisser l'aller. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de passer par le plateau. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner avec notre prochaine séquence. On va parler bien et surtout de bien en parler avec Parlons Bien. À tout de suite. Les clés de la ville, parlons bien. C'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier ancien à Dijon, avec notre invité en plateau, responsable local du fichier AMEPI, c'est Éric Casier. Bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Éric. Merci. Alors pour démarrer, 3 chiffres clés, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais on va voir 3 chiffres clés. Le premier, c'est 2370. Qu'est-ce que c'est que 2370? C'est le prix moyen au mètre carré, prix médian au mètre carré d'un appartement dans l'ancien à Dijon, selon les statistiques des notaires, avec bien sûr de fortes disparités, puisque je crois que dans le centre-ville, on atteint largement le double. Deuxième chiffre clé, c'est 9. Comme 9%, ça c'est la hausse des prix dans l'ancien pour un appartement à Dijon sur un an, ce qui prouve là aussi l'attractivité, le dynamisme dans le domaine. Et puis le troisième chiffre clé, c'est 256 000. Qu'est-ce que c'est que 256 000 ? C'est le prix moyen d'une maison ancienne à Dijon, avec là aussi une hausse de prix sur un an, on est autour de 5%. Dijon qui est toujours très bien classé dans le palmarès des villes où investir, mais aussi les palmarès du cadre de vie. Vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier à Dijon, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous là les clés de la ville, peut-être les clés des champs, nous donner peut-être là aussi des bons plans selon les quartiers. Tout d'abord, comment se porte le marché, l'activité du marché immobilier à Dijon actuellement ? L'activité se porte plutôt bien, même c'est une activité excellente. On a une petite baisse qu'on retrouve dans d'autres villes en France actuellement depuis, on va dire, le mois de juillet, mais rien de catastrophique. Et quand vous dites une baisse de quoi? Une baisse de prix? Une baisse d'activité? Un peu d'activité. C'est-à-dire quoi? Les transactions ralentissent? Il y a moins de demandes? Dans le fichier MIPI, on voit le stock augmenter, donc mathématiquement, c'est un thermomètre quotidien. Puisque quand on voit le stock augmenter, ça veut dire que, évidemment, l'activité diminue, mais on a toujours autant de difficultés à trouver des biens à vendre pour nos acquéreurs, et on a une activité quand même relativement soutenue. Nous sommes à plus de 2300 mandats rentrés au fichier MIPI depuis le 1er janvier, ce qui est une très très bonne année. Et sur les chiffres donnés par les notaires, vous dites c'est vrai, c'est exagéré, c'est pas vraiment ça. Quel est votre sentiment sur le terrain quand on parle de ces 2370 € là? Oui, les chiffres des notaires, c'est les chiffres de tout le monde. C'est ceux qu'on leur transmet, les ventes de particulier à particulier. Donc s'ils annoncent 2300 €, oui, ça me semble des actes authentiques de vente. Voilà, absolument. Exactement. Ça me semble vérifié et vérifiable. Donc effectivement, ça correspond globalement à un prix moyen sur le marché, oui. Et la hausse de prix de 9% sur un an, ça vous l'avez senti? Vous vous êtes dit là il se passe quelque chose à Dijon, parce que 9% c'est pas rien quand on voit les augmentations dans d'autres villes. 9% sur un an, c'est quand même important. C'est un peu plus discutable, on va dire, ça dépend du bien. Ça dépend de la rareté du bien. Forcément, il faut toujours prendre un peu de recul avec les chiffres, l'analyser en fonction du bien qui est à vendre, du marché. Les biens rares, évidemment, ont augmenté plus, les biens plus courants. Ouais. C'est toujours pareil. On va parler maintenant des quartiers, si vous voulez bien, Olivier Marin. Les quartiers, alors lesquels, si on doit prendre une photo de Dijon, décrivez-nous un petit peu, voilà. Voilà, on est parisien, on veut investir à Dijon. Non, je plaisante, mais on va dire, voilà, donnez-nous les bons plans, et les quartiers qui fonctionnent bien, les quartiers émergents, les quartiers en renouvellement urbain aussi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Dijon, vous êtes sur un marché qui est relativement cohérent. Donc, nous avons évidemment 2 quartiers qui sont phares à Dijon historiquement, le quartier Montchappé que vous avez cité tout à l'heure, et le quartier des Allées du Parc. Et effectivement, c'est des quartiers qui sont prisés, un peu plus haut de gamme, peut-être de bobos, comme disait François Rebsamen. Alors, quand on dit haut de gamme, ça veut dire qu'en fait, on a une catégorie de la population qui peut se l'offrir et pas d'autres.
Exactement. Non, mais on va dire les choses comme ça. Donc, Exactement. ça se gentrifie un peu quand même, on voit bien. Oui, mais au cœur de ces quartiers, il y a quand même des immeubles qui permettent l'accession sociale, il y a quand même l'accession à la propriété des primo-accédants. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Hein. Il y a du choix. Il y a du choix et il n'y a pas de quartier moins bon qu'un autre, il y a simplement des différences de prix qui s'expriment en fonction de l'endroit. Quartier du Mont-Chapet, quartier des Allées du Parc. Des Allées du Parc. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers émergents aujourd'hui, des quartiers émergents qui commencent à se développer, qui n'étaient pas forcément investissables, si on peut dire les choses comme ça, il y a quelques temps, et qui le deviennent? À bord de gare, par exemple, ou des quartiers en renouvellement urbain, en reconstruction? L'urbanisme à Dijon, c'est quelque chose quand même qui est assez sage et assez constant. Pour ma part, on a des quartiers comme la Toison d'Or qui sont construits déjà maintenant depuis plus de 25 ans. La construction est terminée depuis peu de temps, qui sont aussi très intéressants. Nous avons des quartiers effectivement au-dessus, vers les Bourroches, qui sont intéressants. On a le choix, on peut habiter là où on souhaite. Et pour visualiser justement, qu'est-ce que l'on peut avoir, par exemple, pour 200 000 € ou 300 000 € à Dijon? 200 000 €, qu'est-ce qu'on peut avoir? Où est-ce qu'on se situe? Un couple de primo-accédants, par exemple, qui a un budget de 200 000 €. C'est un beau budget pour un primo-accédant à Dijon. Bon, d'accord. Ok, un primo-accédant, c'est quoi son budget moyen? On va être plus sur 160, 170 000 €, je pense. Okay. 200 000 €, on peut avoir un 3 pièces, 70 mètres carrés à peu près. Dans le centre-ville? Non. Non, pas dans le centre-ville. Dans quel quartier? Quartier Toison d'Or, quartier des Bourroches, port du Canal. On peut avoir également un quartier, trouver un 4 pièces vers le quartier du Drapeau, également. Hein, c'est quelque chose que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Pour 300 000 €, on ne touchera malheureusement pas une maison individuelle à Dijon. Les maisons individuelles, on a vu que c'était très important dans Dijon, puisqu'il y en a beaucoup, avec un peu de terrain. Hein, j'ai eu le plaisir d'en visiter une très belle hier. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qu'on appelle la première... Il y a une première couronne à Dijon. On peut le dire ou pas? On peut le dire. Ouais. Bon, c'est quoi les secteurs les plus porteurs dans le bassin en dehors de Dijon, vous voyez, dès qu'on bouge un peu en dehors de la ville? Alors donc, première couronne, après donc on va retrouver le quartier de la Toison d'Or, et puis après nous avons les villes de la communauté de communes, Saint-Apollinaire, Quetigny, à l'est. Ça marche, hein, ça le vent en poupe. Saint-Apollinaire marche fort. Au niveau mobilité urbaine? On a une ville avec un très beau réseau de mobilité qui s'appelle le tram. On l'a supporté, la construction pendant de nombreuses années, mais il faut avouer que c'est une réussite. Et on n'a pas de problème de mobilité urbaine à Dijon. On va parler, dernière question, sur les perspectives. Oui, les tendances, les perspectives. Alors, est-ce que vous êtes optimiste sur ce marché de l'immobilier? Oui, il faut toujours rester optimiste. Bon, je ne serai pas le grand devin de l'immobilier, ce n'est pas ma prétention. Pour ma part, je pense qu'on va retrouver une situation normale que l'on a connue avant la crise sanitaire, puisqu'il faut comprendre que cette crise sanitaire nous a empêchés de travailler pendant on va même dire plusieurs mois, et qu'on avait tous vécu, en tant que professionnels, un rattrapage, et on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, c'est une tendance nationale, puisqu'on parle de 1 200 000 ventes en France cette année, ce qui est énorme. On bat record sur record, mais on a ce rattrapage. Applaudissements pour Éric Cazot. Et nous allons enchaîner avec notre prochaine séquence, la séquence « Parlons bien mieux ». Les clés de la ville, bien mieux, avec Hiro. Alors, on accueille avec nous Pierre Leroy, cofondateur de Hiro et président de l'association French PropTech France. Applaudissements pour Pierre Leroy. Pierre, ça me rappelle Pierre Bernard. Alors Pierre, de quoi on va parler? Alors, première question. Alors on a partagé ensemble sous une autre marque notre première saison. Vous avez créé une nouvelle marque qui s'appelle Hiro, H-E-2-E-R-O, Hiro. Quelle est la genèse d'Hiro, juste pour qu'on en sache un peu plus?
Alors, déjà, je suis absolument ravi de repartir pour un deuxième tour de piste avec vous cette saison. Alors, pour répondre à votre question, cher Sylvain, Hiro, c'est la dernière entreprise issue de notre Fabrica Startup EP. On sait que la rénovation énergétique, c'est un enjeu clé aujourd'hui. Et l'idée, on sait que c'est aussi un parcours du combattant pour ceux qui se lancent dans la rénovation. Et donc, avec Hiro, l'idée, c'est de libérer les bonnes énergies et de proposer aux particuliers une solution en ligne pour simuler et obtenir toutes les aides afin que le projet de rénovation et de financement aboutisse et se passe bien. Ça s'appuie sur maintenant quelques années d'expérience, puisqu'on avait déjà accompagné 130 000 chantiers de rénovation énergétique. 130 000 chantiers depuis 2007. Hein. Exactement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir réussi à faire du simple avec Hiro et à simplifier quelque chose qui est très complexe aujourd'hui et permettre de clarifier le parcours. Alors je vais vous dire, hein, les amis, ceux qui nous écoutez, ceux qui nous regardez, la rénovation énergétique, c'est la dent creuse. Hein, c'est vraiment... Tout le temps comme ça, c'est vraiment, on en parle tout le temps. C'est 30 ans de chantier, 40 ans de chantier, on ne sait plus par quel bout le faire. Je ne vous parle pas des galères que c'est quand on prend un dossier de rénovation énergétique. Il faut être syndic de copropriété, polytechnicien pour comprendre et essayer de décrypter les aides entre MaPrimeRénov', les ALEC, l'ANA, l'ADEME. MaPrimeRénov' qui cartonne, hein, qui marche très bien. D'un autre côté, il y a des demandes de dossiers, 800. Mais vous avez raison, Olivier, absolument. Qui cartonne, puisqu'on a atteint les 800 000 dossiers 800 000. Cette année, alors que l'année dernière, ils étaient à peine à 250 000. Tu me diras, l'année dernière, c'était un peu particulier. Néanmoins, ça reste quand même complexe, c'est un sujet complexe. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on entre, et c'est le principe des clés de la ville. Pierre, expliquez-nous quelles sont les spécificités de Dijon pour la rénovation énergétique. Donc, comme la saison dernière, notre équipe data a travaillé le sujet des différents territoires. Donc, oui, parce qu'il faut rappeler que vous disposez de centaines de milliers de données qui vous permettent de faire vos analyses. Exactement, ce qui permet effectivement de rationaliser les choses. Ce qu'on peut dire sur Dijon, c'est déjà que c'est une ville on a à peu près 160 000 habitants, très ouverte à l'innovation. Par exemple, c'est une des premières Smart City avec le projet On Dijon. Ouais. Une des premières en Europe. Hein. On l'avait lancé au MIPIM il y a pratiquement 4 ans. C'était exceptionnel, avec François Rebsamen. Exactement. Et puis, elle possède aussi le label Cité Énergie depuis 2015, qui avait comme ambition et qui a comme ambition de dépasser la fameuse directive européenne des 3-20, ce qui implique, rappelons-le, de réduire à minima de 20% les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter de 20% l'efficacité énergétique et de porter à 20% sa part d'énergie renouvelable. Le souhait de Dijon, c'est d'aller au-delà de ça. Donc, il y a une vraie ambition politique sur le sujet. Côté démographie, c'est un des enjeux forts ici, c'est que le poids des seniors augmente. On est passé de 18 à 23% entre 1999 et 2018, et ces seniors sont désormais déjà bien plus nombreux que les moins de 20 ans, ce qui a mécaniquement des impacts sur le logement notamment. Donc avant la crise sanitaire, vous disiez tout à l'heure, les prix stagnaient à Dijon, et depuis la crise, la tension immobilière flambe. On est à plus 5, plus 10% selon les quartiers et le type de bien en moyenne. Et pour réduire cette fracture démographique, Dijon cherche donc à relancer la production de nouveaux logements. On a bien entendu qu'on avait un maire bâtisseur et ça s'est confirmé tout à l'heure. Donc malgré tout, il faut savoir que Dijon affiche encore des tarifs très attractifs. Le prix moyen au mètre carré est à peu près de 2 240 € pour un appartement et de 3 100 € pour une maison. Donc on peut dire que la maison avec jardin est un rêve accessible à Dijon. Alors merci pour ces précisions. Où est-ce qu'en est Dijon aujourd'hui du point de vue de la rénovation énergétique des immeubles, de l'habitat collectif? Alors, déjà, le sujet de la rénovation énergétique, il est crucial ici, car il y a une forte amplitude thermique avec des hivers froids et des étés plutôt chauds. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à peu près 7% du parc de logements à Dijon qui a été rénové en 15 ans, ce qui est plutôt une belle performance comparée à beaucoup d'autres métropoles. La ville est engagée pour la rénovation du parc de logements privés avec un gros effort qui est fait sur les copros et notamment la création d'une plateforme locale dédiée à la rénovation énergétique qui s'appelle Renoveco Dijon Métropole. Donc si on analyse maintenant les DPE, donc le fameux diagnostic de performance énergétique, la précarité énergétique touchera à peu près 17% des habitants de la métropole. Ah, quand même. Donc si on regarde les résultats pour les appartements anciens, on observe un profil de DPE relativement classique avec une majorité de D et de E. Mais concernant les maisons, pour le coup, il y a un vrai défi parce que sur les prochaines années, on a plus de 60% des maisons qui sont diagnostiquées depuis 2012 qui sont en E ou pire.
Donc pour mémoire, rappelons que toutes les étiquettes supérieures à D sont vouées à une interdiction de location selon un calendrier précis, c'est-à-dire que les logements qui seront en classe G ne pourront plus être loués en 2025, en F en 2028 et en E en 2034, ce qui va avoir un impact notable sur la suite des événements. Alors attention, ça concerne la location et pas les propriétaires occupants. Tout à fait. Ceci dit, on incite bien évidemment les propriétaires occupants à faire des travaux de rénovation, ne serait-ce que pour travailler les économies d'énergie, mais aussi améliorer la qualité de l'habitat. Tout à fait. Il faut le rappeler. Est-ce que vous auriez... Alors, c'est le principe de l'émission, vous le savez. Avec Olivier, on est très attaché à l'exemple, les exemples et des illustrations. On veut du concret. Voilà, on veut du concret. Est-ce que vous avez un exemple précis de rénovation énergétique un peu exemplaire à Dijon? Évidemment. Ça, c'est bien. Citons une maison de 4 pièces de 72 mètres carrés, avec un terrain de 230 mètres carrés au sud-ouest de la ville, dans un quartier pavillonnaire rue Arthur Chaudouet. Cette maison, elle s'est vendue à peu près 150 000 € en 2018, FAI. À cette époque, elle avait une étiquette énergie F, ce qui impliquait donc une valeur d'environ 7% inférieure au marché. Ah, quand même, c'est 7%, hein, le décalage. La fameuse valeur verte, en tout cas, la décote qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, sans travaux, elle vaudrait mécaniquement 167 000 € FAI du fait de l'inflation des prix de l'immobilier. Pour gagner en classe énergétique, il faudrait remplacer la chaudière actuellement au fioul, refaire l'isolation thermique, isoler les comptes perdus. Et donc, il y a à peu près 25 000 € de travaux à engager pour rénover cette maison. Il faut savoir que cette maison, elle est occupée par un couple avec enfants, avec donc un revenu fiscal de référence de 50 000 €, ce qui va leur permettre d'obtenir à peu près 8 500 € d'aide, et donc de passer le coût des travaux de 25 000 à 16 500 €. Avec ma prime rénov'. Hein. Exactement, ma prime rénov', ma prime énergie, les aides disponibles. Donc ce qui n'est pas neutre. Hein. Non, mais c'est quand même un budget. Ça reste un budget. Ça reste un budget quand même. Cela dit, grâce à ces travaux... Et le reste à charge serait de combien? C'est ça, à peu près 16 000 €, 16 500 €. D'accord. Donc grâce à ces travaux, la maison pourrait passer donc en classe énergie D et valoir un minimum de 180 000 € FAI, donc acte en main, soit frais d'agence inclus, donc soit une plus-value d'au moins 30 000 € comparée au prix d'achat 3 ans plus tôt. Donc en fait, avec cet exemple, on montre quoi? C'est que les travaux de rénovation énergétique, ils permettent de contribuer fortement à l'augmentation de la valeur du bien, mais pas que, puisque le logement sera plus confortable, la facture d'énergie baissera, et si vous mettez votre bien en location, vous ne serez pas embêté en 2028, vous pourrez le faire, donc ça c'est pas neutre. Et puis si vous le vendez, il partira globalement beaucoup plus vite, puisque la rotation des biens rénovés... Donc c'est triplement vertueux, quoi. Exactement. J'améliore la qualité de l'actif, la gestion de l'actif, puisqu'effectivement je gagne quasiment 10% en valeur verte. C'est pas neutre, hein. Nous on a des statistiques très précises là-dessus, c'est réel. 2, confort dans l'habitat. 3, économie d'énergie. Exactement. Donc on voit que favoriser finalement le sujet de la rénovation énergétique des logements peut être un très bon vecteur de dynamisation à Dijon et un bon moyen finalement d'attirer des jeunes actifs et des familles. Le tout, c'est d'être quand même bien accompagné, parce que la rénovation énergétique, il y a aussi, il peut y avoir beaucoup d'arnaques et beaucoup de gens qui se précipitent là-dedans. Donc l'accompagnement, c'est clé. Hein, l'accompagnement pour la rénovation énergétique. C'est ce que fait Hiro, c'est ce que fait votre groupe avec le groupe EP Énergie Prospective, mais c'est aussi, il y a des sites comme le réseau Fer, hein, qui est très très bien. Et puis il faut toujours rappeler qu'il faut choisir des interlocuteurs qui ont par exemple le label RGE, hein, exactement, l'éco-conditionnalité. Voilà, reconnu garant de l'environnement. Il n'y a pas énormément d'entreprises hein, d'ailleurs qui ont ces labels. Je voulais juste, en complément, c'était pas prévu, mais je vous me permettez de le faire. Vous savez, le législateur s'est penché, mais dans les études, sur comment financer le reste à vivre, hein, le reste à charge pour la rénovation énergétique. Et il y a un projet qui a été développé, un crédit distribué par la Banque Postale et par quelques réseaux bancaires qui s'appelle le prêt avance mutation. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le prêt avance mutation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un crédit qui est assis sur des conditions de ressources, mais sur l'hypothèque du bien. Tout à fait. Donc en fait, c'est un nantissement du bien. L'avantage du prêt avance mutation, c'est que c'est comme un prêt in fine, c'est-à-dire que voilà, il reste 16 000 € à monsieur et madame avec un enfant, c'est pas évident, hein, ils les ont peut-être pas. Eh bien, ils ont la possibilité de souscrire un crédit avance mutation, de payer les intérêts pendant la durée du crédit, et ils ne rembourseront le capital nominal qu'à la vente du bien. Même si c'est en 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Avec une inscription en hypothèque, c'est donc un contrat très long, un contrat de prêt très long. Je trouve que c'est une top alternative pour ceux qui sont bloqués parce que le reste à charge est trop élevé. Tout à fait.
c'est directement issu du rapport Sichel qui a été... Voilà, Olivier Sichel qui a publié son rapport et qui a abouti à ce produit. Vous trouvez ça plutôt favorable? Absolument, je pense que ça peut déloquer, en tout cas ouvrir le marché et permettre à des gens qui ne savaient pas financer ces travaux de pouvoir le faire. Eh ben, j'en ai su beaucoup plus sur la rénovation énergétique de Dijon. Applaudissements pour Pierre Leroy, cofondateur de Hero, président de Énergie Prospective et président de French PropTech France. Merci à vous. Et on enchaîne tout de suite avec notre prochaine séquence. Parlons territoire. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Aurélien Deleu, directeur du marché immobilier d'Arkea Banque. Bonjour. Bonjour. Olivier Marin. Alors, on va parler de logement neuf et notamment d'aménagement du territoire avec vous, Aurélien Deleu. On va voir notamment le positionnement et ce que fait Arkea Banque et Territoire. Tout d'abord, peut-être deux chiffres clés. 3 500 € par mètre carré, ça c'est le prix moyen d'un logement neuf à Dijon. Et puis, au niveau de la promotion et de la construction, en 2020, les promoteurs avaient vendu près de 40 000 logements de moins qu'en 2019. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça redémarre? Mais avant tout, peut-être en préambule, ce que fait Arkea Banque et Territoire. Merci Olivier. Oui, donc Arkea Banque Entreprise Institutionnelle est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. On accompagne les entreprises de taille intermédiaire sur tous les territoires de France, avec une particularité, c'est qu'on est très présent sur le financement de la chaîne, de tous les acteurs de la chaîne du logement et de l'immobilier, du financement des collectivités territoriales, qui détiennent notamment des fonciers, du financement des aménageurs publics. On en a parlé tout à l'heure et c'est un des vrais sujets du rapport Rebsamen, les établissements publics d'aménagement en zone tendue, mais également les entreprises publiques locales des collectivités territoriales. On peut donner un exemple de l'entreprise publique locale du territoire, c'est la SPL AAD, qui est l'outil de la métropole pour fabriquer des nouveaux quartiers, des nouveaux logements. Évidemment, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, jusqu'à l'investisseur institutionnel. Alors, est-ce que le logement neuf, qui a beaucoup de mal dans de très très nombreux territoires, qui est en crise d'ailleurs, problème de stock, problème de mise en vente, quelle est la situation à Dijon aujourd'hui après une année, l'année dernière n'a pas été bonne, est-ce que ça redémarre un petit peu? Est-ce qu'il y a des voyants verts? Alors oui, monsieur le maire l'a dit, c'est une politique qui est dans le temps, avec une croissance, on va dire, raisonnée de la production de logements. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a la croissance du nombre de logements autorisés par an et de 10 logements pour 1000 habitants. Non. Exactement, donc c'est pas une croissance qui est très importante, donc c'est une croissance qui est contenue dans le temps. J'aimerais donner également quelques chiffres, et je remercie Xavier Rouy, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région de la Bourgogne, qui est présent également avec nous aujourd'hui. Quelques chiffres sur le Grand Dijon en immobilier neuf. Alors, on a zoomé sur la partie appartements collectifs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le stock de logements, 83% des logements du Grand Dijon sont des appartements, quand 17% sont des maisons. Donc si on zoome sur les appartements et le collectif, on a eu... Alors le benchmark est fait de gens... Alors, ce qui n'est pas simple, parce que les chiffres dans ces périodes ne sont pas faciles à analyser, mais entre janvier et août 2020 et janvier et août 2021, le nombre de mises en vente 2020 était de 400 logements. On est passé à 525 logements. Donc on voit qu'on a une reprise du nombre de ventes de logements sur le territoire. Un autre Même chiffre, si ça partait de très bas. Ça partait très bas. Ça partait très bas. De toute façon, tous les territoires ont été décrochés avec la crise Covid et puis évidemment les élections municipales qui a touché beaucoup de collectivités. On voit que sur Dijon, on est sur un temps plus long, le décrochage a été plus faible. Un chiffre qui est intéressant également, c'est le nombre de logements disponibles à la vente dans le neuf et en collectif, qui était de 690 logements 2020, en août 2020, 520 aujourd'hui. Donc on voit bien aussi que le stock est en train de diminuer. Ça représente à peu près 8 mois de stock. Donc on est dans une région, enfin même une ville, où il y a besoin de logements. Et quelle est la part entre les investisseurs et les habitants, les occupants en fait? Comment ça se répartit ça quand on achète dans le neuf? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs à Dijon qui permettent aussi après d'avoir de louer? Les pinellistes.
Oui. Alors, j'ai pas le quelle est la chiffre précis, mais en répartition, l'occurrence, sur le stock de logements de Dijon, c'est à peu près 100 000 logements sur le Grand Dijon. On a 90%, c'est la résidence principale. Ah oui, on est quand voilà. même sur un territoire de résidence principale. Évidemment, il y a un sujet investisseur, mais qui est pas... Peu d'investisseurs dans le neuf, selon vous. D'accord. Après, j'ai pas le chiffre précis sur cet item-là. Quelles sont les opérations emblématiques de construction neuve à Dijon, sur le Grand Dijon? Exactement. Alors nous, on voulait vous donner deux opérations, parce que c'est des opérations dans lesquelles on est impliqué, que l'on a financé. La première, c'est une opération, on va dire, d'aménagement, puisque on parlait tout à l'heure, mais la ville, via son outil, la SPL, qui est un véhicule 100% public, lance des grosses opérations. Alors, j'avais en tête une opération en devenir, qui est Territoire Grand Est, où c'est notamment 25 hectares de friches industrielles qui sont retravaillés et reconvertis pour créer un écoquartier avec de la mixité, logement, pas dans Dijon, dans Dijon, sur la métropole. Sur la métropole. Ah, oui, sur la métropole, oui, pardon, exactement, oui. tout à fait. On est métropole de Dijon. Et avec notamment une particularité, c'est que Dijon est attractif, pas seulement pour les habitants, mais également pour le monde économique, puisque M. le maire a réussi à attirer la Ligue régionale de foot, qui vient implanter son centre de formation, centre technique et d'hébergement, dans cette opération, qui est l'opération Territoire Grand Est, notamment sur le site des Pousseaux. Donc ça, c'est sur la partie aménagement. Évidemment, les logements sont construits. Et je voulais vous donner un benchmark sur une opération qui est en train de sortir de terre, parce que souvent, le logement, c'est un temps qui est long, et de plus en plus long, avec malheureusement les autorisations administratives. Une opération de logement neuf qui est faite par un promoteur national sur le territoire, de 60 logements, qui se passe dans le quartier des Perrières, qui est à 10 minutes à pied de la gare, qui est un quartier clairement en devenir, avec la moitié qui est vendue en logement social, à Grand Dijon Habitat, évidemment l'office HLM du territoire, et l'autre moitié qui est vendue en accession maîtrisée, avec un prix de sortie qui est de 2 920 € du mètre carré. Donc on voit qu'on est encore en capacité, sur certaines typologies de logements, d'avoir de l'accession sociale maîtrisée pour la population et pour les classes moyennes. Merci beaucoup. Voilà, c'était nickel. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses aussi sur les programmes neufs. Merci à Aurélien Deleu. Applaudissements pour Aurélien Deleu. Voilà, et maintenant on va enchaîner avec une quatrième séquence que je vous propose, que l'idée de ce magazine, Olivier, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, c'est de vous donner les clés de la ville, mais aussi les clés de lisibilité, si je peux me permettre l'assertion, pour justement essayer d'avoir une vision globale du territoire. Une chose est sûre, c'est que cette ville est vraiment non seulement attractive, mais certainement va attirer pas mal de monde. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre prochaine séquence, la quatrième que nous avons créée sur mesure, une séquence avec nos amis d'Opinion System qui s'appelle Bien dans sa ville. Les clés de la ville, bien dans sa ville, avec Opinion System. Nous reprenons la suite de nos programmes avec cette nouvelle, on va dire, capsule de contenu qu'on a mis en place avec Olivier Marin, qui s'appelle Bien dans sa ville. Et pour ce faire, à Dijon, où nous avons posé nos valises, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je connais bien. Il a été le président de la FNAIM au niveau national. Il est le président d'Abilis, président de son propre groupe, de l'agence éponyme Buet Immobilier. Jean-François Buet est avec nous. Bonjour. Bonjour, Jean-François. Jean-François, comment ça va? Ben ça va très bien, accueillir mes amis Olivier et Sylvain à Dijon, avec tous mes amis dijonnais dans cette ville où il fait très beau, encore une fois, et le soleil y rayonne, donc magnifique. Alors, pour une fois, je vais faire une exception, effectivement, nous sommes amis, donc on va se tutoyer pour cette justement question. La première question que je voudrais te poser, en quoi, et ça c'est un sujet que tu connais bien, en quoi les professionnels de l'immobilier, souvent décriés parfois dans certaines villes, restent et demeurent des acteurs ancrés dans leur territoire et font partie finalement de l'action sociale et sociétale de la ville, celle d'aujourd'hui bien évidemment, mais également celle de demain, avec toutes les mutations que toi et moi nous connaissons pour l'immobilier. Comment tu définis aujourd'hui la place de l'agent immobilier dans la cité ? Alors, écoute, je crois que les propos qu'on a entendus précédemment viennent le conforter. C'est-à-dire que l'analyse du marché, la connaissance de la ville, son histoire, les projets, l'urbanisme, la fiscalité, les tendances, les besoins des clients, le niveau de revenu moyen des clients par rapport au prix moyen de l'immobilier existant ou de l'immobilier en construction, tout ça
personne mieux que l'agent immobilier sur son territoire ne peut le faire. L'agent immobilier, c'est souvent, les Américains disent le farming, et c'est vrai qu'on le voit ici, on a une ville qui est à dimension humaine, où il fait extrêmement bon vivre. On a effectivement vu pas mal de personnes de Paris, de Lyon, de Strasbourg venir chez nous ces derniers mois. Tout ça, ça se fait parce que mes confrères et leurs collaborateurs connaissent bien le terrain. C'est-à-dire que c'est une ville où, quand on discute entre nous, rue par rue, quartier par quartier, immeuble par immeuble, on voit cette mixité. On a parlé tout à l'heure de la mixité dans les quartiers Montchappet ou Allée du Parc, où on a effectivement à la fois des maisons bourgeoises très nobles, mais aussi des immeubles qui sont construits dans les années 60. Et forcément, seul celui qui vit au quotidien dans cette ville-là connaît précisément les tendances et l'histoire. Merci pour ces précisions. C'est important de le rappeler parce que souvent on a une image un peu tronquée de l'agent immobilier et il recouvre une réalité bien plus importante. On a une image tronquée parce que souvent on n'utilise pas les bons mots. Mais oui. Tu sais que je suis très... important. Voilà. Et donc quand on utilise les bons mots, on s'aperçoit qu'on est mieux compris. Alors c'est intéressant parce que je voudrais revenir sur un point juste pour l'éclaircissement, c'est que le titre d'agent immobilier est inscrit dans la loi Elan. Alors effectivement, mon successeur à la Fédération a réussi à faire inscrire dans la loi Elan 3 titres, celui d'agent immobilier, celui d'administrateur de biens et celui de syndic de copropriété. C'est pas pour se pousser du col, mais c'est simplement pour faire la différence. Quand on rentre dans une pharmacie, on sait qu'on peut avoir affaire au pharmacien ou au préparateur. Et ils ont tous les deux des compétences qui ne sont pas forcément les mêmes, avec un titre qui n'est pas forcément le même. Et je crois que plus de clarté ne nuit pas dans nos métiers. C'est clair. Alors, question... Comment tu vois la pérennisation, comment pérenniser une relation qui lie le professionnel de l'immobilier à son client? Beaucoup de mutations dans la maîtrise des usages. Aujourd'hui, on voit bien que le parcours résidentiel est essentiellement sur Internet, à plus de 92%. Et pourtant, il y a quand même des agences qui existent physiquement, avec des totems, des annonces, etc. On avait, rappelle-toi, à une certaine époque, préconisé la mort de ces agences. Force de constater, non seulement qu'elles sont toujours là, mais elles sont réellement bien présentes. Comment travailler cette pérennité de relation qui est importante à l'échelle d'un quartier ou d'une ville? Alors, je crois d'abord que les chiffres sont parlants. Aujourd'hui, 70% des transactions immobilières en France se font par l'intermédiaire des professionnels, battant une idée reçue de 50-50 qui est fausse. Et puis, dans les 30% restants, il y a nos amis les notaires qui font quelques transactions, il y a quelques transactions qui se font par opportunité parce que c'est le voisin, et puis il y a les ventes de particulier à particulier. Il faut respecter les choix des uns et des autres. Chaque concitoyen a son choix, et je crois qu'il faut de la liberté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à l'après-guerre, la place des agents immobiliers n'est plus à démontrer. Et on est dans un marché libre où effectivement on peut acheter ou vendre son appartement ou sa maison. On n'est pas obligé de passer par un agent immobilier. Je sais que certains confrères voudraient que ce soit le cas. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je pense qu'au contraire, le fait que les gens soient libres permet de voir qu'en définitive, ils se tournent vers les agents immobiliers. Un acquéreur potentiel qui veut connaître mieux le marché, mieux les tendances, il fait quoi? Il fait les annonces. Il fait les annonces. Il fait toutes les annonces. Il cherche un bien. Donc voilà, il fait toutes les annonces. Un vendeur se pose la question de savoir s'il veut passer tout seul, puis il s'aperçoit très rapidement que c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, la réglementation, les diagnostics, je ne parle pas des close traps et puis des vis cachés, mais aujourd'hui, la réglementation est extrêmement compliquée, extrêmement complexe. Les financements, la durée dans le temps, les gens ont besoin d'être rassurés. Il ne faut pas oublier 2 paramètres. Pour chacun de nos concitoyens, il y a 3 sujets qui sont essentiels. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, c'est l'emploi. Le troisième, c'est le logement. Clairement. Sans santé, alimentation, sport, emploi, ressources ou logement, on n'y arrive pas. Et deuxième truc, c'est que le logement, pour ceux qui sont propriétaires, c'est leur première richesse, c'est leur premier patrimoine, c'est le patrimoine le plus important. Et nous devons, nous, avoir ça en tête quotidiennement, c'est-à-dire qu'il a besoin, notre client, il a besoin d'avoir une vision tripartite, à la fois de rentabilité de son bien s'il le loue, voire même s'il l'occupe, parce que c'est une rentabilité indirecte, de plus-value à terme, parce que là, la plus-value, elle est potentiellement importante dans des villes comme les nôtres, qui sont une belle métropole, et la fiscalité. Et si on n'appuie pas son raisonnement sur ces 3 piliers-là, et bien forcément, on est à cloche-pied. Olivier Marc. Ça, c'est le service et la valeur ajoutée. Alors maintenant, concrètement, vous, Jean-François, qui êtes un expert dans le domaine, et puis aussi le régional de l'Étape, quels sont en toute transparence les avantages et les inconvénients, selon vous, de Dijon? Alors, je dirais que
Moi, je suis amoureux de ma ville comme le premier magistrat de la ville qui nous a fait le plaisir de nous recevoir. Et vraiment, je salue ici le courage de François Rebsamen sur ses propos de maire bâtisseur, et de visionnaire, parce que il a une vraie vision de la ville. Donc les avantages sont très nombreux, c'est-à-dire que on est à 1h30 de Paris en TGV, on est à 200 km de Lyon, de Nancy, de Genève, on est hyper bien placé, on est sur l'axe qu'on appelle Düsseldorf-Milan. Situation géographique. Au milieu de l'Europe, on est un petit peu loin de la mer. Voilà. Bon, alors je vais pas c'est un désavantage. Je vais pas faire l'apologie du lac Kyr, je préférerais faire l'apologie du Kyr tout seul. Mais sinon, on est près de la montagne. Ça mérite des applaudissements. On a une campagne. On a une campagne qui est exceptionnelle. Pour les chasseurs, il y a la forêt du Châtillonnais. Pour les amateurs de bonne chair, il y a quand même les vignobles au sud. Tout à fait. Et pourquoi puis, ils me regardent là à l'ouest, on a la vallée de l'Ouche qui est magnifique, qui est escarpée. Sur l'est, on a la vallée de la Saône avec le canal de Bourgogne qui était une vraie richesse au XIXe siècle. C'est une région qui était très riche. Il suffit de voir les hôtels particuliers dans notre ville. Et c'est vrai que nos concitoyens qui viennent à Dijon, le premier réflexe, ils disent « Ah, je ne connaissais pas ». Et vraiment, c'est un émerveillement. Les hôtels particuliers, l'histoire, ça a été dit aussi par la présidente d'Icoville, c'est une ville dans laquelle il y a des bâtiments de chaque siècle, parce qu'elle n'a pas subi de guerre, elle n'a pas subi de tremblement de terre. Donc c'est une ville dans laquelle il y a un patrimoine architectural exceptionnel. C'était l'origine, c'est la cité viticole, c'est le lieu d'humain. Mais bien sûr, c'est les moines de Cîteaux, de Cîteaux avec le Clos Vougeot, bien connu, qui est à côté de l'abbaye de Cîteaux, avec ses cisterciens qui sont toujours là avec un fromage exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. J'ai goûté. Et puis, les vignes de Bourgogne commencent à Dijon. Les vignes de commencent, elles traversent Beaune, évidemment, mais elles commencent à Dijon. Et donc, si tu veux, tous les grands noms de nos domaines, ils sont liés à Dijon. D'ailleurs, la capitale de la Bourgogne, c'est Dijon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Buet, qui nous a donné à toutes et à tous, vous qui nous regardez, l'envie de vivre ici à Dijon. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Et oui. Et Olivier, et nous sommes le mois prochain, Olivier, à Rennes. Nous sommes à Rennes, on va manger de la galette. Voilà, on va aller à Rennes, dans notre bonne vieille ville de Rennes, où nous serons au siège de nos partenaires, au siège d'Arkea. On vous donnera tous les éléments, bien évidemment. Ceci est la fin. Avec la maire de Rennes. Avec la maire de Rennes, Nathalie Appéré, qu'on espère bien avoir. Merci à toutes et à tous, et à très vite. Merci, à bientôt. Merci. Les Clés de la Ville, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, Hero et Opinion System.